Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette séance des vœux de l'Union Wallonne des entreprises pour 2021. Séance exceptionnelle évidemment, puisque pour la première fois en 52 ans de l'Union Wallonne des entreprises, cette séance a lieu à distance et que nous ne pourrons malheureusement pas nous voir. J'espère que c'est la première fois et la dernière évidemment, et que l'année prochaine, nous pourrons fêter la réception de Nouvel An tous ensemble. Alors on se trouve aujourd'hui ici, dans l'entrepôt logistique de la société Deltrian, à Fleurus. C'est évidemment tout un symbole pour nous, puisque cette société a eu vraiment un rôle exceptionnel en Wallonie pendant la pandémie. Nous aurons l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Alors on a la chance exceptionnelle de recevoir aujourd'hui comme invité d'honneur Charles Michel, président du Conseil européen, qui sera tout à l'heure interrogé par Katharina Le Thor de LN24. Avant ça, nous aurons eu un petit débat avec le CEO de l'entreprise Deltrian, Timothée de Greef, notre président Jacques Rae et moi-même, toujours animé par Katharina Le Thor. Je vous présenterai ensuite notre programme pour l'année 2021, quels sont les points forts sur lesquels nous allons mettre l'accent cette année-ci. Et puis donc, Charles Michel, qui sera en discussion avec Katharina. Et ensuite, notre président clôturera cette séance par ces mots de souhait pour l'année 2021. Laissez-moi quelques secondes pour enlever mon manteau et vous rejoindre en studio. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. Vous êtes plus de 750 à avoir souhaité participer à cette cérémonie un peu particulière. On peut pas vraiment parler d'une cérémonie, mais on est là pour souhaiter les meilleurs vœux de l'Union Wallonne des entreprises à ses forces vives. Alors merci à vous. Ça peut paraître un peu particulier de souhaiter une bonne année, de souhaiter des meilleurs vœux en 2021, mais en réalité, et là je crois que vous serez tous d'accord, il faut impérativement les souhaiter ces meilleurs vœux. Il faut que 2021, que 2022, que 2023 soit meilleur que 2020. Et donc, j'ai avec moi 3 invités qui vont nous rappeler qu'il y a encore un verre à moitié rempli qui mérite d'être bu sans modération. Ce sont nos 3 invités du jour. On est chez notre hôte, Timothée de Greef. Bonjour à vous. Bonjour Katharina. Puisqu'on est ici chez vous, quelque part, vous êtes très à l'aise, hein. C'est votre entourage, là. Vous êtes là. Comme un poisson dans l'eau. Un poisson dans l'eau, c'est Deltrian. Et Deltrian, finalement, a montré toute sa résilience. C'est un des thèmes phares de cette cérémonie, de cet événement, puisque cette année, certaines entreprises ont dû à un certain moment montrer que c'était possible de passer à la vitesse supérieure, de s'adapter. C'est ce que vous avez fait avec des masques. Vous avez été les premiers fabricants de masques officiels, disons. Et il faut le dire, vous n'avez jamais produit de masques avant la crise. On en parlera dans un petit instant. On est avec Olivier de Wassège, bien sûr. Bonjour à vous, Olivier de Wassège, administrateur délégué de l'Union Wallonne des entreprises. Mais j'imagine que les 750 personnes qui nous regardent vous connaissent bien. On parlera de résilience avec vous, mais aussi d'urgence. Et enfin, Jacques Rae, président de l'Union Wallonne des entreprises et chef d'entreprise également, faut-il le rappeler. Bonjour à vous. Bonsoir à toutes et tous. Merci à tous les 3 d'être là cet après-midi. Timothée de Greef, cette résilience, elle est primordiale. Vous êtes un exemple. C'est pourquoi l'Union Wallonne des entreprises a souhaité aussi vous mettre en valeur aujourd'hui. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cette résilience ? Avant toute chose, merci beaucoup d'avoir choisi Deltrian. Et à propos de la résilience, je pense que c'est vraiment une valeur profondément ancrée chez Deltrian. Et je pense aussi chez beaucoup de nos entrepreneurs en Wallonie et ailleurs. On a la chance d'être dans une entreprise qui travaille dans un secteur de plus en plus sensible, où le public est de plus en plus sensible aux produits qu'on met sur le marché pour leur apporter un air propre, un air nettoyé de toutes les. Oui, parce que vous êtes spécialiste en filtration de l'air de base. C'est notre métier de base, effectivement. Ensuite, la résilience pour Deltrian cette année-ci, je la vois de 2 perspectives. D'abord, une résilience sociétale et presque psychologique. Ça permet à toutes les équipes de Deltrian de se remotiver sur le projet des masques qui nous a animés en 2020. Et ensuite, effectivement, une résilience économique, parce que cela nous a permis, au-delà
lancer des lignes de production, d'assurer la pérennité de la société sur 2020 et j'espère pour de nombreuses années encore à venir. En tout cas, vous avez pas mal de projets en stock, disons. Vous nous parlerez dans un instant des masques qui se désinfectent automatiquement. Ça fait partie de vos projets. Vous avez créé 4 lignes de production depuis le début de la crise. Vous avez proposé ces masques grâce à un appel à projet. Et c'est là que je vais donner la parole à Olivier de Wassège parce que c'est aussi un bel exemple de collaboration entre l'Union Wallonne des entreprises qui a quelque part insufflé cette ère de créativité auprès de certaines entreprises, puisque cet appel à projet, finalement, c'est vous qui l'avez un peu favorisé. Oui, mais donc en fait, le gouvernement wallon, évidemment, quand il s'est retrouvé un peu sans masque au début, nous a demandé, tiens, est-ce que vous ne connaissez pas des entreprises qui pourraient nous aider, soit en ayant déjà des masques, soit en ayant la capacité d'en fabriquer. Et donc, nous avons à ce moment-là recommandé l'entreprise Deltrian en disant, ben voilà, c'est des gens qui ont le potentiel de le faire, ils sont dans le secteur et nous sommes convaincus qu'ils pourraient faire quelque chose. Et c'est vrai que c'est aussi notre rôle, évidemment, de dire, voilà, qui peut le faire, quels sont les gens que l'on connaît, qui sont fiables, sur lesquels on peut auxquels on peut faire confiance. Et c'était important pour nous parce qu'on voyait évidemment tous les problèmes qui allaient arriver par rapport à l'approvisionnement venant de l'extérieur, le besoin d'avoir une relocalisation partielle, en tout cas, de cette activité ici. Et c'était évidemment extrêmement important pour nous parce qu'on savait aussi que le déconfinement allait être aussi lié, à un moment donné, à la possibilité d'avoir des masques pour toutes les personnes employées dans les entreprises. Parce que sinon, on allait avoir évidemment des barrières sanitaires qu'il allait falloir respecter. Et sans masque, pas de reprise possible après le confinement. Et d'ailleurs, on va questionner aussi dans un instant Monsieur De Greeft, parce que se lancer dans une activité sans savoir si elle est pérenne ou pas, puisqu'en réalité, on espère quand même qu'on ne sera pas tous masqués dans quelques années, mais il faut quand même se lancer et il faut y aller à corps défendant, même si on ne sait pas vraiment ce qu'il y a au bout du tunnel. C'est ça aussi la résilience. Effectivement, et une fois que la décision est prise, il faut y aller à fond, go, 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 expression bien connue chez nous, et c'est comme ça que nous avons démarré cette aventure, et les projets ne manquent pas, effectivement. Le marché du masque est extrêmement compétitif aujourd'hui et on doit penser à l'avenir, penser à demain, savoir comment on va maintenir cette activité à risque en Belgique. Et pour ça, Deltrian se base sur ses forces. Ses forces, c'est quoi? C'est l'innovation. On innove pour notre futur et nous apportons, dans ce cadre-là, des innovations absolument uniques sur le masque chirurgical. Nous allons, dès la semaine prochaine, nous recevons nos premières installations pour appliquer un coating qui va permettre au masque de désactiver le virus. Donc c'est un coating virucide. Dès que le virus va venir se déposer sur le masque, en 1 minute, il sera désactivé. Ça permet notamment, dans le milieu hospitalier, de réduire les co-contaminations, les contaminations croisées, toutes les maladies nosocomiales des hôpitaux. On devrait pouvoir, avec ce type de technologie, les attaquer, les réduire et faire en sorte que notre personnel soignant soit plus en sécurité au travail. Ce qui a été incroyable cette année, Olivier de Wassège, c'est précisément cette reconversion de certaines entreprises. Et Deltrian, un très bel exemple, n'est pas le seul, fort heureusement. On va, dans un instant, adresser aussi un mot à ces entreprises qui ont vécu la crise de façon tout autre. Mais d'abord, ces entrepreneurs qui ont réussi à passer la crise en modifiant carrément leurs activités. Oui, absolument. Et l'exemple qui vient d'être montré est aussi un bel exemple de la capacité des entreprises wallonnes à innover. On sait bien qu'on a besoin d'être une terre d'innovation. Nous sommes une région qui est petite. On ne peut pas se contenter de vendre sur un territoire local. Et donc, pour exporter, il faut aussi avoir cette capacité d'innover. Et ce que vous venez de dire à propos de cette nouveauté est extrêmement important. Mais on l'a vu dans des tas d'autres entreprises. Et nous, on a eu un slogan pendant la crise ou à la sortie de la crise qui était « talent et solidarité ». Et c'est vraiment un point extrêmement important. On a vu vraiment les entreprises ont montré une autre image de responsabilité sociétale en se mettant à fabriquer des masques, du gel. Il y en a certaines qui ont même commencé à fabriquer des respirateurs. C'était notamment le cas dans une entreprise qui est dans le domaine de l'aviation. Et on a vu vraiment qu'il y avait beaucoup de talent justement pour rebondir au service de la population et au service des soins de santé. Ça, c'est l'avantage aussi quand on est à la tête de l'Union Wallonne des entreprises, c'est qu'on voit beaucoup d'histoires. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi des histoires qui sont beaucoup moins successful quelque part. Il faut en parler aussi. Il faut rappeler que vous qui nous regardez,
Je crois que tout le monde est conscient que cette année a été difficile pour tout le monde et qu'on n'est pas là pour dire que tout est beau, que tout est rose et que tout ira très très bien. Non, il va y avoir des épisodes compliqués, mais heureusement, il y a des entreprises qui sont là pour nous rappeler que la sortie est possible. Oui, bien sûr, et c'est vrai que on met en évidence évidemment les entreprises qui rebondissent, etc. Mais c'est vrai qu'on a vécu une période extrêmement difficile avec toute notre équipe. D'abord, on a dû traiter les premiers cas liés à la crise, les premières mesures. On a fini aussi par, je dirais, acheter 3 millions de masques pour revendre à nos entreprises, parce que tout d'un coup, elles n'avaient pas, à toutes les entreprises, on sait qu'on a une taille moyenne d'entreprise qui est très petite en Wallonie, tout le monde n'a pas un sourcing, comme on appelle ça, tout le monde n'a pas la capacité aujourd'hui d'aller chercher ces masques, de savoir s'ils sont bons, s'ils sont fiables, si on paye le bon prix, et donc on avait fait une sorte d'achat groupé, et c'est évidemment un point extrêmement important, et puis derrière, on a continué à travailler avec toutes les entreprises, avec le gouvernement pour des mesures, et c'est vrai que on ne se rend pas compte, mais j'ai eu très 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 souvent au téléphone des entrepreneurs en larmes, par rapport à tout ce qu'ils ont investi, par rapport à toutes leurs économies qui sont en train de disparaître, etc. Et ce sont vraiment des cas poignants qu'on oublie probablement de temps en temps, mais vraiment de gens qui sont en train de se dire de quoi mon avenir sera-t-il fait. Merci beaucoup Olivier pour ce témoignage dont il faut bien se rappeler. On termine avec vous, Jacques Craé, président de l'Union Wallonne des entreprises, mais aussi, on le disait, entrepreneur. Comment vous avez vécu cette année 2020 avec ces deux casquettes ? En soi, notre entreprise était plutôt vernie dans le sens où dans l'alimentaire, il y a des entreprises qui ont été plutôt surdemandées et on est dans ce cas-là. Et donc, je ne dirais pas que notre expérience a été particulièrement spéciale par rapport aux autres. On a subi évidemment l'ensemble des restrictions, etc. Ce qui était particulier, notamment avec l'Union Wallonne, c'est qu'effectivement, il y a eu d'abord ce volant de solidarité vis-à-vis des entreprises, avec Deltrian, avec d'autres, et donc cette organisation très particulière qui a soudé énormément d'entrepreneurs très 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 rapidement. Et puis il y a eu une évolution dans la longueur. On a commencé à voir bon, et maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Et on a décomposé ça à court terme. Comment faut-il faire pour aider les entreprises à survivre? Donc, il y avait ce problème de trésorerie et donc de liquidité. Donc ça, c'était vraiment l'urgence du moment. Il fallait ça, c'était l'urgence jusqu'au début de l'été. Donc là, on a vraiment pris le pas. Et puis, la deuxième phase a été pendant l'été de préparer comment est-ce qu'on allait voir les 6 mois, les années qui allaient arriver. Et ça, Olivier a rassemblé autour de son staff qui a travaillé comme vraiment d'arrache-pied, jusque tu racontes régulièrement. On sent que le staff regarde là. Jusque pendant les vacances de Noël. Donc ça a duré vraiment toute l'année 2020. Où on a sorti vraiment des propositions, tu as été les présenter au gouvernement, on a été vraiment très très hands-on pour arriver à donner à la région les moyens de croire en son avenir. Ouais, vous avez souhaité être un accompagnateur, être un peu le grand frère quelque part qui accompagne ces entreprises. On en parlera avec vous, Olivier de Wassège. Mais d'abord, merci à tous les trois. C'est un plaisir d'être ici et de parler de ces entreprises wallonnes qui ont tellement d'importance dans notre paysage belge. Olivier de Wassège, un message, pas encore les vœux, parce que ça, ce sera pour Jacques Craé en fin d'événement, un message à vos forces vives wallonnes. Oui, merci Katharina. Mais donc le message qu'on veut passer aujourd'hui, c'est de faire un peu le point de la situation et de voir comment on voit aujourd'hui l'avenir et cette année 2021 qui s'annonce pour nous. Faire un rapide état des lieux avant le Covid, quelques indicateurs clés. On a seulement 56% d'emplois privés dans l'emploi total, c'est 65 en Flandre, donc on a un déficit d'emplois privés chez nous. C'est un des indicateurs faibles de notre région. La part de l'industrie dans la valeur ajoutée wallonne est de seulement 14,6%. 16,9 en Flandre et surtout l'Europe nous demande d'arriver à 20, donc on a besoin de plus d'industrie. La taille moyenne des entreprises wallonnes est de seulement 9 personnes. On sait que c'est aussi une des faiblesses de notre tissu économique et on l'a vécu pendant la crise parce qu'on a moins de trésorerie, moins de solvabilité, etc. Et enfin, on a une dette en Wallonie de plus de 23 milliards qui est quand même conséquente. Et là, le Covid est arrivé, la crise a frappé, on a vécu, vous venez de le dire, tous des drames humains, des catastrophes économiques et sociales. On a aussi, la Wallonie a révélé aussi un certain nombre de failles structurelles pendant cette crise. Et on a vu ces initiatives de solidarité et de résilience, comme on vient de l'évoquer, notamment celle de Deltrian.
Alors les perspectives, elles ne sont pas évidentes du tout. La reprise est là, mais aujourd'hui, dans nos enquêtes mensuelles, on constate encore que la prévision de chiffre d'affaires, de perte de chiffre d'affaires pour l'année 2021 sera de moins 9% et moins 6% pour 2022. C'est énorme. On ne se rend pas compte pour le nombre d'entreprises qui sont concernées. C'est évidemment énorme. Et par rapport à ça, nous, on dit on a besoin de changements profonds. On doit rendre confiance. Il n'y a pas que des difficultés. On l'a vu, il y a aussi des opportunités. Il faut qu'on construise ensemble un dialogue pour se retrouver dans une région où il fait bon vivre, où on peut travailler, où on peut apprendre et où on peut entreprendre. Et donc nous avons fait un ensemble de suggestions via à la fois notre plan de relance fin juin et à la fois notre plan de redéploiement que nous avons sorti le 7 octobre. Alors je ne vais pas évidemment revenir sur tous les axes de notre plan de redéploiement. Vous retrouverez simplement toutes les informations sur le site web dédié que nous avons créé à cette occasion-là. Et puis est arrivé le plan Get Up Wallonia. Get Up Wallonia, c'est vraiment un élément clé pour nous dans la politique wallonne. Heureusement, on a eu la chance d'être entendus, en tout cas par le gouvernement. Toutes nos suggestions étaient défendues dans les différentes task forces que le gouvernement wallon avait mis en place à l'occasion du projet Get Up Wallonia et qui était structuré autour de 3 task forces, l'économique, le social et l'environnemental. Et évidemment, ce qui est important pour nous, c'est que le rôle des entreprises soit maximum à ce niveau-là. Et je pense que c'est intéressant de voir comment le rôle des entreprises est vu dans cette démarche. Et pour ce faire, nous avons posé la question aux 3 vice-présidents du gouvernement wallon. Alors d'abord, nous avons posé la question au vice-président Willy Borsu, en charge de l'économie. Et la question que nous lui avons posée, c'est « Les entreprises sont-elles au cœur des priorités de Get Up Wallonia ?» L'impact global, c'est évidemment une dynamique de relance dont les entreprises sont en même temps les acteurs de premier plan, les partenaires et les bénéficiaires. Notre but, c'est vraiment de pouvoir créer cette dynamique très très forte qui va permettre à la Wallonie de franchir des pas considérables et donc de structurer son futur. On le sait, que ce soit à travers la recherche, l'innovation, l'investissement, la digitalisation, la création de nouvelles filières dans l'hydrogène, dans les nouveaux matériaux, dans bien d'autres dimensions encore, les entreprises sont vraiment au centre de notre préoccupation. Et puis, par ailleurs, on le sait, c'est cette croissance de l'activité privée qui est essentielle pour notre région. Et donc, c'est avec les entreprises qu'on veut vraiment réussir cet avenir. Je crois que c'est un des pans entiers de la dynamique wallonnienne. Merci, Monsieur Borsu, pour votre réponse. Nous avons ensuite posé une question à Madame Christy Montréal, vice-présidente du gouvernement wallon, en charge de l'emploi, du social, de la santé. Madame Montréal, quelles sont les avancées majeures pour les entreprises en termes d'emploi ? Les entreprises sont en attente de main-d'œuvre, de pouvoir engager du personnel qualifié. Et donc pour ça, il y a une responsabilité de pouvoir faciliter le travail ou de susciter des vocations auprès des demandeurs d'emploi pour les emmener et les inciter à aller vers des filières qui sont en tension. De pouvoir permettre aussi à des chercheurs d'emploi plus facilement de reprendre des études parce que parfois des formations de type court ne sont pas adaptées à l'engagement des entreprises qui le souhaitent. Et enfin, pour les primo-arrivants, il y a énormément de demandes de la part de travailleurs qui souhaiteraient être engagés dans des entreprises, une attente de l'entreprise, mais des freins administratifs, type permis de travail par exemple, ou reconnaissance de diplôme, qui pourraient être raccourcis pour pouvoir permettre de rentrer plus vite sur le marché de l'emploi. C'est du bonus pour le demandeur d'emploi, mais c'est aussi du bonus pour l'entreprise qui est en demande et en attente de profils qualifiés. Merci Madame Montréal pour votre réponse. Et enfin, nous avons posé une question au 3e vice-président du gouvernement wallon, Philippe Henry, sur la partie environnementale, en lui demandant comment se traduisait le rôle des entreprises dans les travaux de Get Up Wallonia sur la transition énergétique. Alors, ça se traduit notamment dans l'isolation des bâtiments. Donc, nous avons effectivement besoin d'une mobilisation très forte de l'ensemble du secteur de la construction pour accélérer, massifier l'isolation des logements, des bureaux, de l'ensemble des bâtiments publics. Nous avons donc dégagé des moyens pour cela, mais aussi un accompagnement, une mise en réseau des acteurs pour faire en sorte que l'on atteigne un très bon niveau d'isolation dans les prochaines années, les prochaines décennies. On estime à 120 milliards d'euros les investissements nécessaires, publics et privés. C'est donc un vrai partenariat avec les entreprises. Nous avons un autre secteur très important qui est tout le secteur des infrastructures mobilité, de nouvelles pistes cyclables, de nouvelles infrastructures
de transport structurant dans les grandes villes et la réfection d'une manière générale du réseau routier. Ce sont des chantiers pour 2 milliards d'euros qui s'étalent sur 6 années pour permettre effectivement une remise en état et surtout une modification de notre mobilité vers une mobilité durable qui respecte les enjeux de long terme et de transition. Merci, Monsieur Henry, pour votre réponse. On le constate, GetUp Wallonia est un projet important, mais pour l'Union wallonne des entreprises, il doit encore évoluer pour intégrer et utiliser au mieux toutes les ressources humaines et financières notamment dont la Wallonie disposera pour sa relance. Les ressources humaines, c'est vraiment extrêmement important. Si on prend le domaine de la construction, c'est avoir en amont la formation dont on a besoin pour rentrer dans le secteur de la construction où les pénuries sont énormes. Et donc, dans le domaine financier, on pense évidemment aux moyens européens ou à d'autres ressources régionales. On a notamment le plan de relance et de résilience européen, où la Wallonie a remis 24 projets qui montent à 1,9 milliard et où nous considérons aujourd'hui que la moitié des mesures sont structurantes, ça veut dire qu'elles ont un effet multiplicateur supérieur à 1 pour donner un potentiel autre que la dépense. Et puis on a GetUp Wallonia. Aujourd'hui, 207 fiches actions, dont devront sortir 30 à 40 projets. Et il va falloir faire des choix. Pour nous, Union wallonne des entreprises, nous mettons des conditions, nous mettrons des bornes. 1, le timing. Le timing doit être irréversible. On sait qu'il y a des mesures court terme qui seront très rapidement lancées. Mais il y a des mesures beaucoup plus structurantes, beaucoup plus sur le long terme, et il faut impérativement qu'elles soient commencées suffisamment à temps que pour être irréversibles et ne pas être cassées en fin de législature ou par la législature suivante. 2, il faut définir des priorités, avoir des projets porteurs avec de l'ambition et créateurs de filières. Je reviens sur l'exemple de la construction. À côté des ressources humaines, si on ne profite pas de tous les plans dont on va bénéficier de rénovation du bâti, pour créer une filière de création de matériaux qui sont vraiment efficaces énergétiquement, on aura loupé quelque chose. 3, il faut de la cohérence entre les plans, entre les différents niveaux de pouvoir et avec l'Europe, bien évidemment. 4, il est extrêmement important d'avoir une gouvernance stable, efficace et unifiée entre les divers volets de la relance. Et 5, et je reviens sur ce point-là, nous insistons sur l'importance d'associer les projets à des réformes structurelles. Pas seulement dépenser de l'argent par rapport à ces projets, mais investir et revoir avec des réformes structurelles le paysage de la recherche et développement, le paysage de l'animation économique, de l'animation financière, de l'insertion à l'emploi et notamment de faire jusqu'au bout et sans tabou l'exercice du budget base zéro. Pour nous, un plan, ce n'est pas que de l'argent. C'est aussi un ensemble de mesures à côté, des mesures fiscales, le prix de l'énergie, qui est toujours trop haut pour nos entreprises en Wallonie, les infrastructures, notamment la 5G, qui est un facteur d'attractivité ou un risque de délocalisation si on n'en a pas. Et nous, Union wallonne des entreprises, on jugera les projets retenus selon les critères évoqués et selon la réelle volonté d'initier rapidement l'ensemble des projets. Et donc nous donnons 2 rendez-vous. Un premier rendez-vous, quand le gouvernement wallon aura finalisé ses choix. C'est prévu au début du mois de juillet. Et nous reviendrons 1 an plus tard, après la décision, pour voir où on en est, notamment par rapport à ce timing dont j'ai parlé. Mais dans ce contexte difficile que nous vivons aujourd'hui, l'entreprise, elle agit. Et les entreprises l'ont toujours dit, nous serons partenaires de la triple transition économique, sociale et environnementale. Elles le font déjà depuis de nombreuses années. Les entreprises réduisent leurs émissions, leurs déchets, leur consommation d'eau. Les entreprises améliorent leur efficacité énergétique. Les entreprises développent des produits et des services qui sont durables. Et les entreprises s'inscrivent dans des démarches de responsabilité sociétale. La Wallonie doit se reprendre en main, redevenir une des régions les plus compétitives d'Europe, viser un taux d'activité de 80%. C'est ambitieux. Nous savons que nous avons un des taux d'activité les plus bas d'Europe. Nous devons aussi contribuer aux objectifs de réduction des gaz à effet de serre. Et nos entreprises sont déjà avancées dans ce domaine-là. Et nous devons être une région qui retrouve confiance en elle et qui donne confiance à l'ensemble des citoyens et des acteurs de la société. En conclusion, je rappelle, solidarité et talent,
Soyons fiers de notre région. Ensemble, nous pouvons y arriver. Et c'était le titre de notre journée aujourd'hui. Wallonia, get up! Bravo, merci beaucoup Olivier, ça donne la pêche. C'est vrai qu'on a vraiment envie d'y croire, on le disait, tout n'est pas rose, mais il y a encore pas mal de choses à faire. Merci de nous l'avoir rappelé. Merci à tous les trois, Olivier de Wassège, Jacques Craé, qu'on retrouve tout à l'heure, et on était avec Timothée Defreit. Timothée, on est chez vous, alors merci à vous pour cette belle invitation. Et on reçoit dans un instant notre invité d'honneur, qui de mieux que Charles Michel pour parler à la fois de la Wallonie, de la Belgique, mais aussi de l'Union européenne, puisque Olivier de Wassège le mentionnait. Rappelez-vous et souvenez-vous de ce chiffre, 89 projets candidats aux quelques 6 milliards de subsides européens, des projets donc wallons, mais la question est de savoir si ces projets vont rencontrer un certain succès au niveau de l'Union européenne et si la répartition des 6 milliards se fera de façon égale en fonction des régions. Ça fait partie des interrogations de l'Union wallonne des entreprises. Bonjour Charles Michel. Bonjour. Vous allez bien? Ça va bien, merci. On est ravis de vous recevoir. Peut-être une première question sur Deltrian. Quel bel exemple de résilience. Impressionnant. Et ça fait plaisir parce qu'effectivement, c'est une crise qui a fait mal, qui a amené beaucoup de tristesse, beaucoup de malheur en Europe et partout dans le monde. Et puis, une capacité de réactivité, une capacité concrète d'agir avec en quelques semaines une entreprise qui réussit à produire des masses et on en a bien besoin. Alors c'est le Wallon qui parle, c'est l'ancien Premier ministre ou c'est le président du Conseil européen? C'est tout ça en même temps probablement. C'est le citoyen belge et européen sans doute. Sûrement, merci à vous Charles Michel. Je vais reprendre les mots d'Olivier de Wassège et de l'Union wallonne des entreprises qui dit toujours et qui l'a dit longuement durant cette crise, il faut arrêter d'hésiter, il faut arrêter de tergiverser, il faut agir. J'ai envie de vous demander, qu'est-ce que l'Union européenne, d'après vous, a fait pour marquer cette action, pour soutenir les entreprises et singulièrement les entreprises wallonnes? Il y a une décision marquante qui a été prise pendant l'été, l'année passée, quelques semaines après que l'on soit rentré de plein pied dans cette crise très très brutale. C'est le fait d'avoir été capable, les 27 pays européens ensemble, de décider d'investir 1800 milliards d'euros. C'est un montant sans précédent dans l'histoire de l'Europe. Ça permet d'ailleurs pour la Belgique à peu près 6 milliards d'euros d'investissement pour soutenir de la relance, 1,8 ou 1,9 milliard pour la Wallonie, c'est très très concret. Et maintenant l'enjeu clé, et on le voit bien dans le message qui est donné par l'Union wallonne des entreprises, c'est de ne pas se tromper, c'est de faire les bons choix, c'est de faire en sorte que chaque euro soit investi de manière utile pour aller chercher cet effet de levier, cet impact positif, structurellement, pour le dynamisme économique, pour l'emploi, mais aussi pour rencontrer les objectifs de la société, notamment en matière de climat ou en matière digitale, par exemple. Donc là, vous insistez sur le fait qu'il ne faut pas un plan d'investissement, il faut réellement un plan de relance. Ce qui est très intéressant avec ce plan d'aide aux pays, aux États membres de l'Union européenne, le climat, la durabilité, l'innovation, la transformation numérique, on est vraiment sur des thématiques très très innovantes. Mais comment est-ce qu'on identifie un bon projet innovant, puisque quand c'est innovant, on ne le connaît pas? Mais c'est certain, c'est qu'on a besoin de faire confiance au secteur privé, à l'esprit d'entreprendre, à l'innovation. Et c'est ça le pari qui est fait par l'Union européenne. Vous savez, la prospérité en Europe depuis le traité de Rome, ce projet politique après la Deuxième Guerre mondiale, elle a été fondée sur la confiance dans les entreprises, les petites, les moyennes, les grandes, afin de créer un marché intérieur. 450 millions de citoyens qui sont aussi des consommateurs. Nous avons créé une puissance commerciale, une puissance économique, parce qu'il y a cette liberté d'entreprendre, cette capacité de créativité. Et on voit bien dans l'histoire de l'humanité, c'est le cas maintenant aussi, chaque fois qu'on fait face à un choc, à une crise, il y a de la douleur, vous l'avez dit, pour des familles, pour des entrepreneurs, pour des indépendants. C'est dur, c'est beaucoup de travail, beaucoup d'investissements qui sont mis en péril, c'est de l'angoisse, et je mesure ça très bien. Mais c'est aussi des opportunités, des occasions pour la société de se remettre en question, de faire des choix judicieux. Et on voit bien d'ailleurs que très probablement les secteurs économiques vont être affectés de manière différente par cette crise et que tous les secteurs économiques probablement vont devoir se remettre en question et se demander comment demain on agit avec agilité pour s'adapter, pour tenter d'anticiper. Eh bien justement aujourd'hui, qu'est-ce qu'on dit à ces entreprises qui sont non pas face à des opportunités mais face à une fatalité, parce que c'est la réalité aussi. Mais d'une part, ce que l'on dit, c'est que l'on doit être totalement mobilisé en soutien de ceux qui sont en difficulté financièrement, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle vous savez que très très rapidement, la Commission européenne, avec les soutiens des États membres, a décidé de suspendre ces règles budgétaires très strictes, très rigoureuses, pour donner la possibilité aux 27 gouvernements européens d'injecter des moyens financiers pour soutenir les indépendants, les PME, pour venir en soutien pour la trésorerie. Mais on sait bien qu'il y a un enjeu de solvabilité également. Et ça va être
être l'enjeu de la relance économique et des moyens financiers sans précédent qui sont investis afin de réussir précisément par de l'innovation, par des choix aussi. La question climatique et la question digitale sont centrales parce que nous pensons que ce sont des piliers qui regorgent d'opportunités pour recréer des emplois demain et après-demain. Et c'est en se retroussant les manches, en se serrant les coudes, qu'on pourra aller de l'avant, sans nier, vous l'avez dit à juste titre, le fait que pour beaucoup d'entre nous, la situation est difficile. C'est une situation difficile, mais c'est une situation qui nous rappelle aussi certaines valeurs. Et vous évoquiez la création poétique de l'Union européenne, j'aime beaucoup cette expression. On avait le sentiment de questionner le bien fondé de l'Union européenne ces dernières années. Moi qui anime de temps en temps des débats, très souvent c'était une question qui revenait: à quoi sert encore l'Union européenne et ses institutions? Ça doit vous faire mal ce que je dis, mais vous en êtes conscient bien entendu. Aujourd'hui, on entend à nouveau le mot État de droit, on entend à nouveau multilatéralisme, on entend à nouveau cette solidarité internationale, cette réactivité internationale. Est-ce que l'Union européenne fait son grand retour aujourd'hui? Moi, j'en suis totalement convaincu. Alors, je regrette évidemment qu'il ait fallu une crise aussi brutale pour prendre conscience de ce qui pour moi est une évidence. Ensemble, on est plus fort. Et lorsque l'on décide de travailler avec les mêmes objectifs, avec une même ambition, parce qu'on partage les mêmes valeurs, les valeurs de dignité de chaque personne, de chaque être humain, c'est parce qu'on partage ces valeurs de liberté, de dignité, que l'on veut plus de prospérité. Plus de prospérité, c'est pas simplement des jolis indicateurs économiques, ce sont des meilleures conditions de vie, c'est plus d'emploi, c'est plus de capacité à choisir son destin. Et puis je pense effectivement, les derniers mois, ça a été l'occasion pour l'Europe de montrer sa valeur ajoutée. Et je pense que beaucoup de citoyens, même ceux qui avaient parfois des doutes par rapport au projet européen, même instinctivement, ils voient bien ce qu'aurait été la situation s'il n'y avait pas eu cette capacité de solidarité européenne et de faire face ensemble. Quels ont été les trois faits marquants de cette solidarité? On parle beaucoup des vaccins, mais c'est à double tranchant puisque certains évoquent cette idée de se désolidariser de l'Union européenne pour avoir accès à ces vaccins. On ne va pas ouvrir le débat ici, mais c'était aussi une belle prouesse puisqu'on a réussi à négocier tous ensemble le prix de ces vaccins. Quels ont été les autres succès de l'Union européenne, là où elle a dit « Regardez, on est plus fort quand on est tous ensemble ». Mais c'est vraiment le premier succès, c'est la relance économique parce que des moyens sont mobilisés. Ça ne suffit pas. Maintenant, il faut mettre en œuvre. Maintenant, il faut agir. Et c'est en cela que les États membres sont en train de préparer leurs plans, de les adresser pour s'assurer que les plans soient cohérents. C'est un premier point. Mais sur ce point-là, il se pourrait aussi que des régions soient lésées. Donc, on a ce plan à 650 milliards, mais ici, par exemple, la Wallonie peut craindre que la Flandre reçoive plus, que Bruxelles reçoive plus, parce que de base, les projets sont dits plus importants, plus forts, plus solides. De mon point de vue, s'il faut encourager, c'est le soutien au projet sur base de la qualité, sur base des mérites. Et vous savez, dans tous les pays européens, il y a des organisations de manière régionale, parfois fédérale, avec la nécessité de garantir une solidarité. Mais imaginez-vous s'il n'y avait pas eu ce plan de relance. S'il n'y avait pas eu ce plan de relance en Europe, qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu des pays qui ont des capacités financières qui auraient pu injecter des moyens pour soutenir leurs entreprises. Et d'autres pays qui sont plus fragiles sur le plan financier, qui n'auraient pas été en mesure de soutenir leur développement économique. Et donc, en réalité, on aurait morcelé l'Union européenne. Donc, ce plan de relance, il est important parce qu'il touche directement à l'intégrité du marché intérieur. Et je veux dire un mot sur les vaccins. Parce qu'effectivement, les vaccins, on est au milieu de la tempête. On a démarré les campagnes de vaccination il y a quelques semaines. C'est difficile. Et donc, on bataille pour s'assurer que les entreprises puissent délivrer les doses qui ont été promises. Mais regardez, il y a à peine un an, la plupart d'entre nous connaissions peu de choses à propos de ce Covid-19. Et un an plus tard, nous avons démarré, partout dans le monde, en Europe également, des campagnes de vaccination. Et donc, il ne faut pas baisser les bras, il faut rester engagé, mobilisé, pour dans les semaines qui viennent, et rassembler. Et s'il n'y avait pas eu cette démarche de vaccin commun, qu'est-ce qui se serait passé? Il y aurait eu 27 gouvernements qui, en ce moment même, se disputeraient pour essayer d'arracher des doses aux compagnies pharmaceutiques. Ici, nous avons garanti une solidarité pour faire en sorte que, progressivement, tous les États membres, proportionnellement à leur population respective, aient accès à des vaccins. Mais il est certain, la situation pour l'instant, elle n'est pas facile. On va devoir, dans les semaines qui viennent, continuer à s'assurer que l'on puisse réussir ces campagnes de vaccination. Voilà, ça c'est l'un des grands défis, les défis majeurs de cette crise. Pour revenir sur le plan de relance européen, toujours les thématiques phares, on a cette collaboration, cette coopération internationale, des économies durables, on en parle énormément, la lutte contre la pauvreté, les inégalités, ça peut-être qu'on en parle moins quand on parle d'un plan de relance. Comment est-ce que, en tant qu'instance européenne, on va soutenir ici en l'occurrence la Wallonie à ce que cette égalité au sein des entreprises existe, qu'il n'y ait plus de discrimination, que ce soit les hommes
envers les femmes, que ce soit les hommes de couleur envers les hommes blancs. Comment est-ce qu'on fait quand on est si loin, quelque part, du terroir wallon? C'est très très concret parce que pour nos citoyens, partout en Europe, c'est un sujet qui est un sujet extrêmement important. Lorsque, par exemple, depuis plusieurs mois, on progresse pour faire évoluer un salaire minimum sur le plan européen, c'est un pas dans la bonne direction, c'est un pas qui crée plus d'équité partout en Europe. Lorsque, par exemple, nous disons l'égalité de genre doit être un objectif majeur de manière générale, pas seulement au travail d'ailleurs, c'est aussi un enjeu qui est extrêmement important pour lequel l'Europe fait progresser les choses. Au mois de mai, on aura une réunion qui va être importante avec tous les partenaires sociaux européens qui seront mobilisés, les représentants des entreprises, des syndicats, les gouvernements, pour justement mettre en évidence cette question des conséquences des transitions climatiques et transition digitale qui ont un impact pour des citoyens, qui ont un impact pour des familles, et pour voir comment, avec les budgets européens, on puisse venir plus en soutien, notamment des politiques de formation. J'entendais qu'on en parlait tout à l'heure, notamment dans le domaine de la construction, mais pas seulement, c'est vrai aussi pour le domaine digital, et venir aussi en soutien pour faire reculer cette pauvreté qui, effectivement, avec la Covid-19, est de nouveau une menace pour nos sociétés. Donc c'est sur le devant de la scène, cette lutte contre la pauvreté au sein de l'Union européenne? Moi, je crois vraiment que nous devons... Ou elle est transversale, elle est présente dans tous les sujets? Je crois vraiment, je le croyais comme responsable en Belgique, je le crois sur le plan européen, qu'on doit marcher sur les deux pieds. On a besoin de développement économique et on a besoin de cohésion sociale, et l'un va avec l'autre. Lorsqu'il y a des injustices sociales, c'est pas bon pour le développement économique, et quand il n'y a pas de développement économique, c'est pas bon pour les cohésions sociales. Et je pense que ce qui est vraiment fascinant dans le message qui est adressé par l'Union wallonne, c'est cette triple responsabilité des entreprises, en fait. C'est cette exigence à la fois de participer au dynamisme économique, à la créativité, à l'innovation, de participer aussi à la solidarité, parce que les emplois de qualité, c'est au cœur d'une société qui veut progresser, et puis de prendre en compte le fait que les activités des sociétés ont du sens pour la société en général, dans le domaine climatique par exemple, dans le domaine digital probablement également. Et ce triple message-là, je pense qu'il s'inscrit vraiment dans ce dont on a besoin pour les prochaines années. Et ça, c'est très très important ce que vous notez. Et on souhaitait aussi le dire, puisque 750 personnes, on le rappelle, sont avec nous cet après-midi. La plupart des entrepreneurs ou issus du secteur. C'est pas qu'on a oublié les entrepreneurs pendant la crise, mais c'est qu'on s'est peut-être pas rendu compte à quel point, si on avait finalement une vie la plus normale possible, c'était grâce à ces entreprises qui continuent de nous livrer à domicile, qui continuent de nous livrer, de fabriquer des masques, qui continuent de faire en sorte que le monde tourne, qu'on puisse aller à la banque, qu'on puisse aller au magasin, qu'on puisse aller au commerce, qu'on continue de vivre. Comment est-ce qu'aujourd'hui, on remercie ces entreprises et on leur dit, on est là malgré tout, même si vous n'êtes pas les premiers lésés, pour certains. Mais c'est certain, c'est que le fait de soutenir pas seulement avec des mots, avec des discours, ça c'est bien, ça fait chaud au cœur, mais ça ne suffit pas. Mais soutenir avec des décisions qui soient les plus judicieuses possibles pour créer un environnement favorable au développement économique, c'est un élément qui est clé. Et moi, ce qui me frappe quand je rencontre partout en Europe, et c'est vrai aussi en Wallonie, des jeunes entrepreneurs, c'est à quel point les jeunes entrepreneurs souhaitent que leur inventivité, leur créativité, leur imagination soit mise au projet qui donne du sens. Et ce sens qui est donné à l'activité économique, c'est un point qui est fondamental. Parce que probablement, les dernières décennies, on a parfois été confrontés à la confusion entre deux comportements très différents. La spéculation d'un côté, l'investissement de l'autre. Moi, je crois qu'il ne faut pas confondre ces deux comportements-là. On a besoin d'entrepreneurs et d'esprit d'entreprise. On a besoin d'investissement. On a besoin de projets qui soient mobilisateurs. Et je pense que c'est vraiment la direction dans le cadre de laquelle l'Europe doit s'inscrire, parce que c'est l'ADN de l'Union européenne, cette liberté personnelle, et ça va de pair la liberté d'entreprendre, la capacité d'initiative, c'est vraiment un élément qui touche directement au fondement de ce projet européen. Et là, on voit beaucoup d'enthousiasme, c'est très bien, puisque c'est ce qu'on attendait pour ces vœux de meilleure année. On ne peut pas souhaiter non plus qu'elle soit excellente, mais en tous les cas meilleure. Mais la réalité, c'est qu'il y a aussi beaucoup de désespoir. Il faut pouvoir le nommer, ce désespoir, dans le chef d'entrepreneurs, de familles d'entrepreneurs, d'enfants, de jeunes. Enfin, on le sent partout. Aujourd'hui, comment est-ce qu'on fait pour que le citoyen croie en sa politique et qu'il croie dès lors en les institutions comme l'Union wallonne des entreprises qui travaillent étroitement avec le gouvernement wallon? Comment on restaure cette confiance? Comment est-ce qu'on la crée? Je crois qu'il faut dire la vérité. Il ne faut pas faire croire effectivement que tout va bien, Madame la Marquise. La situation
elle est difficile, mais on peut se retrousser les manches. Et on a des ressources et on a de l'intelligence collective pour aller de l'avant. Et donc ce mal-être, nous en sommes tous et toutes totalement conscients, parce qu'effectivement, ce sont nos libertés les plus personnelles, les plus intimes qui sont affectées, et dans certains cas, avec des impacts financiers qui sont majeurs pour des familles en Belgique, en Wallonie et partout en Europe. Et c'est pour cela qu'il fallait que très rapidement des décisions soient prises, et elles ont été prises. Et ça ne suffit pas. Il faut maintenant les mettre en œuvre. Et on ne peut pas les mettre en œuvre seuls. On doit les mettre en œuvre, effectivement, avec les associations d'entrepreneurs, les associations d'indépendants, avec les forces sociales, également avec les sociétés civiles, qui doivent être mobilisées pour que ce soit vraiment ensemble, dans le même bateau, que l'on tente de naviguer vers des jours qui, je l'espère, seront meilleurs. Plus de communication, en tous les cas, peut-être pour certains. L'Union Wallonne des entreprises, un rôle phare en Wallonie, ça n'est pas la seule institution qui joue son rôle. Quel regard vous portez sur ce plan de relance wallon, sur ce qu'Olivier de Wassège nous a très bien étayé il y a un instant? Ce sera suffisant? 1,2, 3, 4 milliards d'euros. D'ailleurs, je crois que Olivier de Wassège a dit quelque chose qui est important et que je partage. Bien sûr, les moyens financiers sont extrêmement importants, mais les moyens financiers, ça ne suffit pas. On a besoin aussi d'un cadre, d'un environnement, d'un état d'esprit qui considère l'entrepreneur comme un partenaire, pas comme un suspect potentiel. On a besoin à chaque fois de regarder comment, avec de la souplesse, avec de la flexibilité, on peut avoir un esprit de solution et pas un esprit de contrainte. Donc, l'atmosphère, le cadre, cet esprit d'entreprendre, cette culture d'entreprendre, c'est un élément qui est à mon avis clé. Et puis je pense aussi que il va être certainement très important de toucher à ce qui a été évoqué, c'est-à-dire cette cohérence, le fait que quand on prend des décisions, elles ne doivent pas s'annuler les unes les autres, mais au contraire se renforcer mutuellement. Merci. Je recevais un petit mot. Voilà, on est en live, alors je vois que je peux continuer un petit peu. Merci beaucoup, Benoît. C'est cet esprit d'entreprendre qui est primordial, surtout en cette période. Comment est-ce qu'on fait aujourd'hui, concrètement, pour à la fois recueillir tous ces projets? Et on le voit, je le citais, il y en a 89, par exemple, ici introduits, candidats à ce budget. Il va falloir dire non à beaucoup d'entre eux. Comment est-ce qu'on ne sape pas la motivation de ces entrepreneurs qui y croient encore? D'abord, ce qui est certain, c'est que le fait qu'il y ait beaucoup de projets, c'est un signe de vitalité, c'est un signe de créativité, ça montre l'envie d'agir, l'envie de se retrousser les manches. Et c'est vrai que je pense qu'il va falloir effectivement considérer que ces projets doivent être soutenus sur leur qualité, sur leur mérite. Et puis, vous savez, tous ces plans nationaux, parce qu'ici on parle de la Wallonie, mais les plans dans la perspective européenne vont être regardés sur le plan national, ils vont être analysés par la Commission européenne, qui va prendre aussi en considération les réformes qui doivent accompagner ces investissements. Et la Commission européenne va regarder ça sur base de ce qu'on appelle les recommandations par pays, parce que, vous savez, vu de Bruxelles, nous savons en fait quels sont les points de force, mais aussi parfois les points de fragilité des différents pays européens. Et l'idée, c'est que l'on puisse renforcer les écosystèmes économiques, de renforcer les capacités dans l'ensemble des pays européens. Charles Michel, on ne pouvait pas vous recevoir et ne pas évoquer l'actualité américaine de cette année. Vous avez glissé lors d'une interview au lendemain de la prise du Capitole que l'ère Trump était dépassée, c'était terminé. Vous croyez en l'ère Biden. Les négociations, les discussions, vous le dites aujourd'hui, ont été très très compliquées avec les États-Unis durant le mandat Trump. Ça nous a lésés, ça a lésé nos collaborations. On sait qu'on exporte énormément à hauteur de 25 milliards d'euros pour les entreprises uniquement wallonnes envers les États-Unis. Est-ce que là, il y a un lien qui a été brisé? Non, ce qui est certain, c'est que la page de Donald Trump est tournée, mais le Trumpisme n'a pas disparu aux États-Unis avec la prestation de serment de Joe Biden. Il y a un impact dans la population américaine, certainement, c'est un premier point. Deux, je regarde les 5 dernières années de manière nuancée, parce que d'une part, c'est vrai que les relations entre l'Europe et les États-Unis, sur le plan politique en tout cas, ont été dégradées par des décisions unilatérales américaines, par le choix de sortir des accords de Paris, par exemple. Je pourrais donner d'autres exemples. Mais il y a eu un effet positif malgré tout. C'est le fait que cela a probablement amené les Européens à être plus lucides quant au fait que notre avenir, il est d'abord dans nos mains. Et que si on veut une solide alliance avec les États-Unis, il faut aussi que l'Europe soit solide pour que l'alliance soit solide. Et c'est vraiment pour laquelle j'essaie de développer avec d'autres cette idée de l'autonomie stratégique, le fait d'avoir
au départ de l'Europe, plus d'influence, moins de dépendance. On a vu au début de la crise sanitaire. Peut-être. Exactement. On a vu au début de la crise sanitaire qu'on a eu besoin de quelques mois. Cette entreprise est un bel exemple pour pouvoir être en capacité d'assumer nos besoins les plus élémentaires sur le plan médical. Mais attention à ne pas basculer dans le protectionnisme. Il y a eu des réflexes protectionnistes dans le chef de certains pays. Ça nous a fait peur pour l'Union européenne. Effectivement. Et d'ailleurs, c'est un peu le réflexe que Donald Trump a activé les dernières années. Et donc, avec Joe Biden, moi, je suis optimiste, mais je suis aussi raisonnable. Donc, je vois aussi quelles sont les opportunités en matière de coopération climatique. Il y a des opportunités, c'est certain. En matière, j'espère, digitale, on pourra peut-être progresser aussi pour tenter d'avoir une approche la plus similaire possible. Ce serait une bonne chose. Mais en même temps, sur le plan commercial, je ne me fais pas d'illusions. Je sais que le dialogue sera parfois difficile, mais au moins, je crois qu'il y aura un dialogue. J'ai pu parler très rapidement avec Joe Biden, que j'avais rencontré quand il était vice-président américain. On a convenu de réunions avec les leaders européens, avec un ordre du jour, avec des dossiers sur notre table pour tenter de faire avancer le débat et d'avoir une approche la plus commune possible. Et de peut-être se réconcilier, puisqu'on ne peut pas dire qu'on a été fort amis ces dernières années, Charles Michel, sur les États-Unis. Doit-on aujourd'hui inviter le Wallon à exporter, à sortir des frontières wallonnes, à être peut-être parfois un peu mégalomane, ou c'est pas forcément ce qui est de mise aujourd'hui? Non, moi je suis impressionné. Vous savez, il y a énormément d'entreprises en Wallonie, des petites, des moyennes et des grandes, qui ont des atouts extraordinaires et qui ont pu développer avec de l'audace des technologies qui font leurs preuves pas seulement sur le marché wallon, mais au-delà des frontières wallonnes. Donc je pense qu'on doit aussi être plus fiers de nos succès, être plus fiers de nos réussites, plus les mettre en évidence, plus les mettre en valeur, afin d'avoir un effet positif, de contagion positive, celle-là. Bon, mettre en valeur quand le succès est là, c'est facile, mais par contre, encourager le succès avant qu'il ne soit au rendez-vous, ça c'est un peu plus compliqué. Ça passe évidemment par les incubateurs, par ces institutions qui croient en les entrepreneurs wallons, puisqu'on parle de Wallonie ici. Faut-il que la Wallonie se spécialise? Doit-on, par exemple, se cantonner aux biotech? Aujourd'hui, on a vu que la biotech fonctionnait extrêmement bien. C'était déjà le cas, mais avec la crise, bon, là, je crois qu'on peut pas demander mieux. Il faut se spécialiser, d'après vous? Pas nécessairement. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de secteurs différents sur le plan économique où la Wallonie a du talent, a du potentiel, a des capacités. Mais certainement essayer d'encourager ce qu'on appelle les clusters, c'est-à-dire des écosystèmes pour essayer de créer un effet positif d'entraînement économique, avec, je pense, c'est aussi important à mes yeux, cette nécessité à la fois d'avoir des stratégies industrielles ambitieuses, d'avoir des grandes entreprises, mais on a aussi besoin de PME qui puissent s'attacher au soutien, au développement de grandes entreprises. Et puis, les grandes entreprises, avant d'avoir été grandes, ont été parfois petites et moyennes. Et donc, on doit encourager la capacité des entreprises pour grandir. On le disait, et c'est un chiffre qui est connu depuis de nombreuses années, la taille moyenne des entreprises en Wallonie est inférieure à la situation dans d'autres régions. Donc il me semble qu'il y a là un bon indicateur pour exprimer une ambition et une envie de faire progresser la Wallonie. Progresser la Wallonie, c'est aussi aller vers plus de verre, puisqu'aujourd'hui, c'est là le mot d'ordre, ça fait partie de tous les plans de relance, il est partout. Comment est-ce qu'on identifie un projet vert? Et est-ce qu'aujourd'hui, les entreprises qui ont manqué le tournant, la transition verte, écologique, énergétique, on lui donne pas mal de noms, si on a manqué ce tournant, on est condamné? Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut agir, en tout cas, et on peut plus perdre de temps. Et moi, je reconnais mais ça, on le dit depuis longtemps. C'est vrai, mais je reconnais que les jeunes générations en Belgique et en Europe ont joué un rôle clé parce qu'elles ont provoqué une prise de conscience qui était totalement indispensable, et ça a fonctionné parce que il y a un an, c'était en décembre 2019, l'Europe a pris une décision, je crois, historique. On a décidé d'être le premier continent neutre sur le plan climat à l'horizon 2050. Et il y a à peine quelques semaines, c'était en décembre 2020, on a rehaussé nos ambitions pour 2030, pour montrer la crédibilité de la démarche. Mais derrière ça, je pense qu'il y a un autre état d'esprit que l'on doit développer. Pendant longtemps, on a bâti notre prospérité dans le monde dit occidental au départ
l'exploitation, malheureusement abusive, des ressources naturelles. Peut-être bien intentionnée, mais c'était une erreur, et ça fait maintenant quelques années, sinon quelques décennies, que l'on comprend que ce modèle-là, il peut pas fonctionner. On doit donc développer maintenant un autre paradigme, un autre modèle. Et l'économie circulaire en ça est quelque chose qui, à mon avis, est fascinant. Parce que ce qui autrefois était considéré comme un déchet est maintenant un produit, est maintenant une ressource. Ça modifie le paradigme. Et il en va de même dans le domaine digital, où il y a maintenant de nouvelles ressources, qui sont les données. Et nous devons nous poser la question en Europe, comment traite-t-on ces données pour trouver l'équilibre entre le respect de la vie personnelle, des libertés fondamentales qui nous tiennent à cœur, pour ne pas abuser les données et pour ne pas abuser cette ressource, comme nous avons abusé des ressources naturelles, et la capacité de les utiliser pour stimuler du développement, pour stimuler de l'emploi, pour stimuler de l'innovation. Ouais, c'est là qu'on voit qu'on est vraiment face à un carrefour très holistique, puisque vous parlez de données qui doivent nous permettre à embrasser ce progrès. Les données, elles viennent d'où? Du tournant, non pas cette fois écologique, mais numérique, digital. Là aussi, il y a un gros risque. On ne veut pas que parler de risque. C'est vrai que ça pousse le progrès et c'est hyper important, mais il y a des risques. Il faut de la régulation. Est-ce que ça peut être une promesse de l'Union européenne, mais dans les années à venir, pas dans les 10, 20, 50 ans? Ça, c'est très, très concret. C'est une question qui m'enthousiasme beaucoup parce que, en fait, entre d'une part le modèle du tout au contrôle étatique pour contrôler chaque individu, c'est le modèle chinois, en réalité, dans le domaine digital, ou le modèle du laisser-faire absolu, aucune règle, aucune norme, avec donc le risque d'abus des données personnelles, y compris par le secteur privé, par les entreprises privées. Il y a un autre modèle, qui est le modèle européen, c'est la troisième voie, à mon avis, la juste voie, c'est-à-dire un modèle éthique, un modèle responsable, qui recherche cet équilibre entre le respect pour la vie personnelle, le respect pour les libertés de chaque citoyen, mais aussi la capacité de développer, par exemple, des espaces sécurisés d'échange de données, avec des garanties pour que chaque citoyen ait confiance dans la manière dont les données seront utilisées. Et c'est en cela que l'Union européenne, ici, au mois de décembre, a fait des propositions de réglementation, et c'est un des thèmes que nous souhaitons discuter avec les États-Unis, parce que si nous pouvons avoir une approche commune Europe-États-Unis, ce serait un signal très clair, très important pour nos entreprises, toutes nos entreprises, quand elles connaissent le cas, quand elles connaissent la stabilité juridique, ça encourage à investir et à se développer. Justement, vous dites qu'il faut connaître ce cadre juridique. Aujourd'hui, la crise a forcé les entreprises à embrasser le tournant numérique, digital. Tout a dû être fait très très vite, très rapidement. Si on n'avait pas son site internet, on était voué à disparaître. Et puis tout d'un coup, on leur dit non, mais attention, il y a quand même un risque. Est-ce que vous en êtes conscient? Il risque d'y avoir aussi des dommages dus à ce tournant du numérique pris de façon très très spontanée. Mais on n'est pas dans le no man's land. Il y a en Europe un cas, c'est-à-dire l'Europe qui a mis en place ce règlement pour la protection des données, qui progressivement devient une norme partout dans le monde. Et c'est l'Europe qui est en train, avec Thierry Breton, qui est le commissaire européen en charge de cette responsabilité, de proposer un cadre pour réguler, notamment les grandes entreprises d'Internet. Et oui, parce que ici, ce règlement dont on a beaucoup entendu parler, soit on accepte de donner ces données, soit on n'accepte pas. Quelque part, il n'y a pas vraiment d'équilibre entre les deux. Donc, je crois que tout le monde fait pareil. On accepte de donner ces données, on accède à un site internet. Il y a moyen de faire plus dans la dentelle. Ce qui est certain, en tout cas, c'est qu'avant ce règlement, il n'y avait rien du tout. Donc, avant ce règlement, il y avait la capacité, effectivement, d'abuser totalement de la situation. Maintenant, vous avez la possibilité, effectivement, de définir un certain nombre de situations que vous acceptez ou que vous refusez en lien avec les données. Et on doit continuer à aller plus loin. Et ce sera un débat démocratique, je pense, important, parce que je pense que les citoyens en Belgique ou en Europe, ils vont pas accepter que ce soit des algorithmes qui prennent la maîtrise de la manière dont ils pensent, la manière dont ils réfléchissent. Il y a un sujet même de citoyenneté, un sujet démocratique. Et c'est un débat qui n'est pas simple, évidemment, mais je crois que c'est un débat dans le cadre duquel la société civile, les parlements qui représentent les citoyens au suffrage universel vont être beaucoup mobilisés dans les mois qui viennent. Voilà, ça c'est pour les mois qui viennent, mais d'abord très concrètement aujourd'hui, il y a donc cette idée de tout faire en Zoom, de tout faire en télétravail. Le télétravail a soulevé énormément de questions justement de protection des données, de droits du travailleur, de droits du citoyen. Ça, c'était pour le coup un gros no man's land. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui aux entrepreneurs qui nous regardent et en fait qui savent pas trop? Oui, d'abord, je comprends qu'un secteur d'activité n'est pas l'autre et qu'il y a des réalités en termes de télétravail qui sont différentes selon le type d'activité et parfois peut-être même selon le type d'entreprise. Mais le télétravail, on n'a pas découvert avec la crise Covid. Le télétravail, avant la crise Covid, on a tenté de stimuler des concertations sur le sujet. Mais ce que la crise
le Covid a montré, encore une fois, c'est qu'elle était un accélérateur et des tendances qui existaient ont été intensifiées par la force des choses au moment de cette crise Covid. Mais certainement, ce sera aussi, je pense, le rôle des responsables politiques dans le cadre démocratique avec les partenaires sociaux de faire évoluer le cadre pour trouver les points d'équilibre. Et je voudrais évidemment ne pas donner une réponse qui serait unique parce qu'il y a trop de situations différentes en fonction des réalités des différents secteurs. Bon, pour clôturer, Charles Michel, tout de même un mot à l'Union Wallonne des entreprises et à tous nos participants qui nous regardent. Je rappelle qu'on est 750 et que c'est un bel exploit puisque c'est la première fois qu'on réalise cet événement en visioconférence, mais on est en live. Alors, quel mot à l'Union Wallonne des entreprises et quel mot aux forces vives, comme le disait Olivier Levoissel. J'ai envie de donner un message, c'est un message d'affection pour les entrepreneurs, d'affection pour les entreprises wallonnes. J'ai été responsable en Wallonie, j'étais responsable en Belgique, et je sais à quel point il y a des entrepreneurs, des femmes, des hommes qui sont totalement mobilisés avec leurs équipes, parce que je pense qu'il y a dans la tête de chaque entrepreneur d'abord un rêve, beaucoup de travail, beaucoup d'efforts, beaucoup d'obstacles aussi, des satisfactions aussi, et vraiment je souhaite le meilleur. Cette année 2021, il faut dire la vérité, elle sera encore difficile. Les prochains mois ne seront pas simples. Mais je pense que c'est vraiment en étant mobilisés, avec les manches retroussées, avec les messages enthousiastes que nous avons entendus, qui, je pense, sont des messages qui vont exactement dans la direction où nous devons tous aller. Voilà, mobiliser tous dans l'action, bien entendu, parce qu'il est temps d'agir. Et puisque j'agis, je viens avec une petite urne. D'abord, peut-être que je dois mettre mon petit masque, puisqu'on va se rapprocher, donc je fais les choses bien. Voilà. J'amène mon urne, puisque c'est ici que résident les 750 participants. Et donc, l'Union Wallonne des entreprises apprécie beaucoup faire un petit cadeau de début d'année. Et c'est Isabelle Perrault. Isabelle Perrault. Et le cadeau est... Voilà, de belles bouteilles. Je vais reprendre ma fiche pour être sûre de ne pas dire de bêtises. Le domaine de Melmont de Pierre Rillon. Voilà, c'est un beau cadeau. Des bulles tout de même, pour célébrer cette année qu'on espère meilleure. C'est ça le message, Charles Michel, meilleur en tous les cas. Meilleur, bonne année, vraiment bonne année à chacune et à chacun. Eh bien, un grand merci Charles Michel pour cette belle intervention de 30 minutes. On a eu beaucoup de chance de vous avoir. Et dans un instant, le clap de fin, c'est avec Jacques Craé, le président de l'Union Wallonne des entreprises. Et puisque je ne vous revois plus, un grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Tout de suite, c'est Jacques Craé. Merci Katharina. Rebonsoir. Nous voilà de retour dans les halls de Deltrian. Et je vais vous repasser un peu en revue l'année 2020. En fait, ça a été une année très compliquée pour toutes les entreprises et pour certaines d'entre elles même catastrophique. Cependant, il y a quand même un point extrêmement important dans toute cette pandémie, c'est que pour la première fois, l'économie a été mise en second. Et on s'est occupé de soi, on s'est occupé de la société, on s'est occupé de nos malades. Et ce fait a généré une solidarité à travers tout le pays et notamment dans les entreprises. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus chez Deltrian pour revenir sur ce fait-là. Et il ne faut pas oublier que l'UE a aussi eu ce mouvement extraordinaire de solidarité vis-à-vis de tous ses membres en créant une chaîne d'approvisionnement pour les masques, notamment avec Deltrian, pour approvisionner, vous savez, à cette époque-là, les masques étaient rares, pour approvisionner l'ensemble des entreprises avec des masques. Évidemment, la suite a été plus chahutée encore, mais l'ensemble du staff de l'UE s'est alors occupé de préparer ce que l'on a appelé le plan de relance, et puis ce que le gouvernement wallon a pris comme initiative dans Get Up Wallonia. Ça a été un travail de titan. L'ensemble des membres du personnel, l'ensemble des membres de l'UE se sont rassemblés pendant l'été pour construire un plan, faire des propositions, construire et également discuter avec toutes les parties prenantes. Je dois dire que nous sommes assez fiers de tout ce travail accompli. Et donc l'année 2020, même si elle a été une année quasi perdue, a été une année de mobilisation et de force pour l'ensemble de nos membres. 2021 sera une année d'espoir. Un espoir d'abord de terminer avec cette pandémie grâce au vaccin, mais aussi une année d'espoir parce que les projets sont là. Bien sûr, nous avons parlé ce soir du Green Deal européen, nous avons aussi parlé de Get Up Wallonia,
Mais il y a aussi l'ensemble des projets des entreprises, vos entreprises, qui sont maintenant prêtes à regarder l'avenir d'une autre manière et d'une manière certainement plus résiliente. Quoi qu'il en soit et quoi qu'il se passe, l'UE sera l'année prochaine, en 2021, auprès de tous ses membres. Elle continuera l'ensemble des projets qu'elle a initiés et elle continuera notamment Odyssée 2068 pour terminer pour la prochaine Assemblée. Elle restera aux côtés du gouvernement wallon et elle restera également active dans l'entreprise En Marche. 2021, l'année de l'espoir, nous resterons soudés et nous resterons ensemble. Il me revient maintenant de remercier pour cette réception de Nouvel An l'ensemble des intervenants et en tout premier lieu Timothée de Graeft, CEO de Deltrian, et bien sûr Charles Michel, président du Conseil européen, qui nous a consacré son temps et son énergie pour sa région. Je remercie également Katharina Le Thor pour son animation et l'ensemble du personnel de Deltrian pour son accueil et son aide logistique. Merci aux membres d'avoir assisté à ce live. Merci aux sponsors Belfius, DLA Piper, EY, Luminus, Proximus et SD Works. Merci à tout le personnel de l'UE qui a fait un travail formidable. Excellente année à 2021 à vous tous et à votre famille. Je vous souhaite une belle soirée et encore excellente année 2021.